Le cas que je vais vous raconter aujourd'hui s'est déroulé en Iran, en 2007, lorsqu'une jeune femme de 19 ans, appelée Rayhaneh Jabari, a poignardé un homme de près de 50 ans qui était sur le point de la forcer à avoir une relation intime avec lui. Elle a échappé à l'attaque, mais même en agissant en légitime défense, elle a été jugée comme une criminelle et l'agresseur a été considéré comme la victime. C'est un exemple parfait et triste de la façon dont les femmes sont traitées dans les pays d'Europe de l'Est. Rayhaneh Jabari a passé 7 ans en prison et dans le couloir de la mort. Son histoire a donné naissance au documentaire 7 hivers à Téhéran, et elle s'est devenue l'un des symboles de la lutte pour les droits des femmes en Iran. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire de Rayhaneh Jabari. Rayhaneh Jabari est née le 5 novembre 1987 en Iran. Elle vivait avec ses parents et ses 2 jeunes sœurs à Téhéran, la capitale du pays. Depuis son jeune âge, elle était une fille joyeuse, amusante et passionnée de dessin. Cette passion l'a amenée à s'intéresser au design d'intérieur. Au début de sa vie adulte, elle a commencé par effectuer des petits travaux, jusqu'à ce qu'un membre de sa famille la recommande à une entreprise où elle allait a été embauchée pour travailler à temps partiel. Un emploi en parallèle avec la faculté. En juin 2007, pendant l'été iranien, Haner, alors âgé de 19 ans alors qu'il marchait, a décidé de s'arrêter dans une glacerie. Elle a pris une glace, s'est assise et, quelques minutes plus tard, a reçu un appel d'un client. Pendant qu'elle parlait au téléphone des détails d'un nouveau projet, 2 hommes assis à une autre table écoutaient attentivement la conversation. L'un d'eux était Morteza Abdulali Sarbandi, un médecin de 47 ans marié avec des enfants et ancien fonctionnaire du gouvernement iranien. L'autre, appelé Sheikh Ri, était un ingénieur civil d'un âge proche du sien, c'est-à-dire qu'ils avaient été tous les 2 presque 30 ans de plus qu'elle. Après que Rayhaneh Jabari a raccroché, les 2 hommes se sont approchés, disant l'avoir entendue et compris qu'elle était décoratrice d'intérieur. Morteza l'expliquait qu'il comptait transformer un de ses biens en cabinet et lui a proposé de visiter l'endroit pour préparer un projet. Haner a accepté et a remis une carte avec ses coordonnées. Ensuite, les hommes se sont dit au revoir, promettant de reprendre contact bientôt. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle attendait un ami qui devait la ramener, Morteza et Sheikh sont passés en voiture et l'ont vue. Ils se sont arrêtés et lui ont proposé de la raccompagner, mais elle a refusé, expliquant qu'elle attendait déjà quelqu'un. Dans les jours suivants, Morteza l'a contactée pour régler les détails. Ils ont fixé un rendez-vous dans un café pour discuter du projet. Et finalement, ils ont convenu d'une date, pour qu'il la conduise de l'entreprise au bien immobilier. Là-bas, elle pourrait prendre les mesures et faire les notes nécessaires. Il est crucial de souligner que les informations suivantes sont basées uniquement sur la version de Rayhaneh Jabari, et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Son témoignage est extrêmement détaillé, et elle se souvient de chaque seconde de ce qui s'est passé. Le récit qu'elle a fourni juste après avoir été arrêtée pour meurtre est resté le même, avec les mêmes détails. Des années plus tard, lors du procès, le 7 juillet 2007, presque un mois après leur première rencontre à la crèmerie, Morteza est venu la chercher. En chemin, ils ont aussi pris Sheikh, qui s'est assis sur la banquette arrière. Haner a proposé d'échanger sa place avec lui, mais Sheikh a refusé, disant que Morteza ne faisait que lui donner un coup de main. Ils se sont dirigés vers l'immeuble où serait le futur cabinet. Avant d'arriver à destination, Sheikh a indiqué où il descendrait et Morteza a arrêté la voiture. Les 2 ont discuté dehors pendant un moment. Haner n'a pas pu entendre le sujet, puis Morteza est retourné seul dans le véhicule et les 2 ont poursuivi leur trajet. En chemin, il a fait un autre arrêt, cette fois dans une pharmacie, pendant qu'elle attendait dans la voiture. À son retour, Morteza portait un sac en plastique orange foncé dont elle n'a pas pu identifier le contenu. Par la suite, il a été révélé qu'il avait acheté des préservatifs et un somnifère.
Ils sont arrivés dans un immeuble appartenant au gouvernement. Morteza s'est égaré et, alors qu'il marchait vers l'entrée, il a salué un agent de sécurité avec un sourire et un signe de la main. Cela a fait penser à Aner qu'il était une personne importante, ou du moins déjà connue là-bas. Cependant, alors qu'il traversait les locaux du bâtiment, elle remarqua qu'il se dirigeait vers l'immeuble voisin. Ce bâtiment, bien qu'il soit relié à celui du gouvernement, n'en faisait pas partie. C'était une structure qui mélangeait bureaux et résidences, et le logement de Morteza se trouvait au 5e étage. Ils ont pris l'ascenseur jusqu'à l'appartement. En entrant, Aner a été choqué par l'état des lieux. L'appartement semblait abandonné, très poussiéreux, sans aucun signe de vie et rempli d'objets entassés. Juste à l'entrée, elle est entrée après lui et, étant la dernière, n'a pas fermé la porte, la laissant complètement ouverte. Morteza a expliqué qu'il possédait la propriété depuis un certain temps et qu'il prévoyait d'y transférer son cabinet. Dans l'appartement, il y avait une table dans le coin, près de la porte, avec 2 chaises. Dans le salon, elle a remarqué un tapis de prière au sol, ce qui lui a fait comprendre qu'il était un homme religieux. En s'asseyant, elle a remarqué qu'il y avait sur la table quelques documents, les clés que Morteza avait utilisées pour ouvrir la porte. Quelques bibelots, des objets d'antiquaire et des couverts qui, bien que non utilisés, étaient en couvert de poussière. Rayane Jabari a écarté quelques objets de la table pour avoir de la place et, pendant qu'elle ouvrait la sacoche pour prendre son carnet de notes, Morteza s'est dirigée vers la cuisine et a commenté qu'elle pouvait enlever son voile pour être plus à l'aise. Elle a évidemment refusé. Pendant qu'elle triait quelques papiers, Morteza est revenue de la cuisine avec 2 verres de jus, lui en a tendu un et a bu l'autre d'un trait. Il a posé le verre vide sur la table et a commenté « Bois ton jus aussi, il fait très chaud ici, ça va te rafraîchir. » À la fin de la réunion, je le prendrai, merci. Elle n'avait pas l'intention de boire quoi que ce soit dans cette maison, surtout à cause de la poussière, mais elle n'avait aucune idée de ce qui était vraiment mélangé dans le jus. Ils ont discuté un peu, puis elle s'est levée pour parcourir les quelques pièces de la propriété, prenant des notes et des mesures. Elle a tout fait toute seule. Pendant que Morteza restait dans le salon, Rayane Jabari a mis beaucoup de temps à noter tout ce dont elle avait besoin. En revenant dans le salon, elle a remarqué que la porte était fermée et qu'il y avait un drap sur le canapé qui n'était pas là auparavant. Elle raconte qu'à ce moment-là, elle a commencé à transpirer à froid et a senti une boule dans la gorge, imaginant le pire. Cependant, elle ne voulait pas montrer de désespoir ou de fragilité, elle a simplement dit qu'elle avait déjà tout noté et qu'elle s'apprêtait à partir. À cet instant, Morteza a ouvert le sac orange qu'il avait pris à la pharmacie, en a sorti un paquet de préservatifs et a demandé si elle savait ce que c'était. Rayane Jabari est restée sous le choc, n'arrivant pas à croire ce qui était sur le point d'arriver. Elle a couru pour ouvrir la porte, mais a constaté qu'il l'avait fermée à clé et que la clé n'était plus sur la table. Morteza s'est approchée et a dit « Où crois-tu aller ? La porte est verrouillée, tu ne sortiras d'ici que quand je le déciderai. » Il l'attrape alors par le cou et la tire vers le canapé. « Laisse-moi partir, je ne dirai à personne ce qui s'est passé ici. Laisse-moi juste partir, s'il te plaît. » Morteza Waihane parvient à se libérer et, sur le moment, elle se jette sur la table pour attraper un des couverts, en l'occurrence un couteau, et elle le pointe vers lui. « Arrête tes bêtises, lâche ça, tu crois vraiment que tu vas me faire du mal avec ça, hein ?» Elle remarque que l'appartement a un petit balcon et pense à sauter, mais elle se rappelle rapidement qu'ils sont au 5e étage de l'immeuble. Toujours en pointant le couteau vers lui et se tenant entre le balcon et son futur agresseur, Elle dit « Monsieur, vous êtes un homme religieux, je le vois bien. Laissez-moi partir, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. » Arrête de faire ce petit jeu, je sais très bien ce que tu veux. Rayane Jabari alors commence à trembler et Morteza lui tourne le dos et la provoque. D'accord. Tu veux me planter ce truc-là ? Vas-y d'abord, allons voir ce que tu es capable de faire, voyons si tu en as le courage. Elle rassemble alors toutes les forces du monde et plante vraiment le couteau dans son épaule droite. Effrayée, Morteza est tombée par terre. Elle passe au-dessus de lui et se dirige vers la porte. Toujours au sol et criant de douleur, il retire le couteau de son épaule et le lance sur elle, mais ne la touche pas. Sa terreur ne fait qu'augmenter, pensant qu'elle ne sortirait pas vivante de là.
Elle a ramassé le couteau par terre et, ne sachant pas où était la clé et complètement désespérée, elle a essayé d'utiliser le couteau pour percer la poignée et déverrouiller la porte. À ce moment-là, elle a entendu quelqu'un de l'autre côté de la porte en train d'ouvrir la serrure avec une clé. C'était le Cher. Lorsqu'il est entré dans l'appartement et a vu Morteza en train de saigner par terre, il a été choqué. Rayane Jabari, sans réfléchir, s'est précipitée hors de l'appartement. Elle a appelé l'ascenseur, mais n'a même pas attendu 3 secondes, car elle a compris que si elle restait là, elle pourrait disparaître. Elle a cherché les escaliers pour descendre. Elle n'a descendu que quelques marches, a mis le couteau dans son sac et a entendu Morteza crier au voleur « Au secours, voleur !» À ce moment-là, elle a aussi entendu le signal de l'ascenseur, indiquant qu'il était arrivé. Elle a décidé de revenir pour le prendre et, à ce moment-là, elle a vu Sheikh déjà hors de l'appartement. Marchant rapidement, avec plusieurs documents à la main, elle a pris l'ascenseur seule et est descendue au rez-de-chaussée. Elle a appelé les urgences de façon anonyme, car elle a encore eu la compassion de se soucier de son agresseur. Peu après, elle a pris un taxi et est partie. Évidemment, elle a préféré rentrer chez elle. Elle n'est pas retournée au travail. En arrivant, elle s'est enfermée dans sa chambre, a sorti le couteau de son sac et l'a jeté sous le lit. Ce sont exactement les mots qu'elle a répétés à de nombreuses reprises dans ses dépositions, ainsi que lors des audiences du procès. En revenant sur les lieux de l'incident, lorsque l'ambulance et les ambulanciers sont arrivés à l'appartement, Morteza n'était pas là. Une traînée de sang s'étendait dans tout le couloir du salon jusqu'aux escaliers, 2 étages plus bas, exactement là où il a été retrouvé inconscient. Ils ont immédiatement appelé la police. Morteza a reçu les premiers secours sur place. Il a été placé sur une civière et transporté à l'hôpital, mais il est décédé. Avant même d'arriver, l'un des policiers a réussi à déverrouiller son téléphone et, dans les derniers appels, il a vu le numéro de Rayane Jabari. C'est ainsi qu'ils sont arrivés jusqu'à elle. Elle a été arrêtée dans la nuit du 8 juillet, quelques heures après le crime. Avec elle, ils ont emporté le couteau qui était sous le lit et le foulard qu'elle portait ce jour-là. Car des taches de sang ont été identifiées, qui ont ensuite été confirmées comme étant celles de Morteza. C'est au commissariat qu'elle a fait sa première déposition, qui coïncide avec tout ce qui a été raconté jusqu'ici. Parallèlement, une équipe de police avait déjà expertisé la maison. Ils ont trouvé les préservatifs et le verre de jus que Rayane Jabari n'avait pas bu. Le liquide a été prélevé, analysé, et on y a identifié des somnifères, le plus connu sous le nom de Bonne Nuit Cendrillon. Grâce au reçu qui se trouvait dans le sac plastique orange, ils ont retrouvé la pharmacie et ont pu confirmer que l'achat des articles avait été effectué par Morteza lui-même. Ce sont des informations officielles divulguées par la police aux médias. Cependant, il existe une autre série d'informations qui n'ont été divulguées que partiellement, par exemple dans les résultats de l'autopsie. Bien qu'il soit confirmé que Morteza est décédé d'une hémorragie, aucune information n'a été donnée sur le nombre de blessures qu'il avait sur le corps. Rayane Jabari a déclaré qu'elle ne l'avait frappé qu'une seule fois, à l'épaule droite, avec un couteau de cuisine. Alors un seul coup comme celui-ci pourrait-il vraiment ôter la vie d'une personne à cause d'une hémorragie ? Beaucoup pensent qu'après qu'elle a été quitter l'appartement, lorsque Cher est entré sur les lieux et a vu la scène, il a profité de la situation, a frappé Morteza encore plus et lui a volé des documents importants. Cela expliquerait le fait qu'il ait crié « Attrapez le voleur » et soit mort d'une hémorragie quelques minutes plus tard. Celui qui pourrait mieux éclaircir ce doute serait Cher lui-même, qui n'a jamais été interrogé jusqu'à aujourd'hui. Dans les jours suivants, au commissariat, Wayane a toujours pu recevoir la visite de ses proches. Le policier chargé de l'affaire a même dit à tous qu'elle serait bientôt libérée, car l'avancée de l'enquête confirmait les faits qu'elle avait évoqués. Légitime défense et, selon les lois de l'Iran, elle serait acquittée lors d'une audience préliminaire. Cependant, quelques jours plus tard, elle a été transférée dans une prison où il lui a été interdit de recevoir des visites. Là-bas, elle a été humiliée, menacée et torturée par de nouveaux policiers qui l'interrogeaient. Elle a compris qu'ils essayaient de la faire avouer un crime qui, selon eux, avait été commis intentionnellement.
Ils insinuaient à Morse qu'elle avait déjà une liaison avec Morteza et qu'elle avait planifié de le tuer en achetant ce couteau quelques jours avant le crime. Une histoire complètement. Sem sentido. Rayane Jabari a résisté aux pressions et a maintenu la même version que lors de sa première déposition aussi longtemps qu'elle a pu, mais malheureusement, à un certain moment, elle a changé sa version. Lorsque ses enquêteurs ont menacé de faire du mal à sa petite sœur, elle s'est sentie perdue et a accepté de signer un document dans lequel elle avouait avoir acheté le couteau 2 jours auparavant. Il est très important de souligner que, même si elle a signé ce document, le modèle du couteau était le même que celui de l'ensemble de couverts que Morteza avait chez lui. Et il n'existe aucun registre prouvant qu'elle a acheté cet article différemment de lui, alors que l'achat des préservatifs et des somnifères a pu être prouvé. Ce n'est qu'après cet aveu qu'ils lui ont permis d'avoir accès à un avocat et que ses proches ont pu lui rendre visite à nouveau. Shaul Pakravan, sa mère, en se rendant compte que le système, au lieu de la protéger, essayait de l'accuser, a commencé à diffuser l'histoire de sa fille sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que l'affaire est devenue connue dans le monde entier. Peu à peu, les gens ont découvert l'affaire et se sont unis dans un mouvement sur les réseaux sociaux pour tout suivre. Dans l'espoir qu'elle ait un procès équitable, car après tout, il s'agissait de légitime défense. Mais comme l'accusée était une femme et la victime un homme médecin, marié, père de famille, religieux, etc., beaucoup de gens étaient inquiets de ce qui pourrait réellement arriver. Le procès a commencé en décembre 2008, environ 1 an et demi après le crime. La défense a affirmé que tout était un acte de légitime défense. Elle a mentionné l'existence d'un deuxième homme sur les lieux qui n'avait pas été retrouvé ni même enquêté. Et que même avec l'information selon laquelle la victime avait crié plusieurs fois le mot « voleur », rien n'a été enquêté sur ce qui manquait à ses effets personnels. Ils ont soutenu qu'il était très probable que ce soit cet homme qui ait ôté la vie de Morteza, profitant de la situation. Concernant l'accusation, elle a déclaré être sa maîtresse. Elle a ignoré les informations qu'elle avait données sur la possible rénovation de l'appartement et a même présenté le document signé par elle, où elle admettait avoir acheté le couteau du crime 2 jours auparavant avec l'intention de le tuer. Cette version selon laquelle ils étaient un amant et qu'il y a eu préméditation du crime s'est basée sur un seul message que Rayane Jabari a envoyé à une amie quelques jours auparavant, dans lequel il était écrit ce qui suit. « On s'est encore disputé cette nuit. Oh, quelle rage! Je vais le tuer. » Cependant, la défense a indiqué que ce message, à lui seul, ne faisait référence à personne en particulier, mais ils ont tout de même clarifié la situation. Le message faisait référence à son père à cause d'une dispute à la maison ce jour-là. Le père de Rayane Jabari était un homme qui buvait beaucoup et, lorsqu'il était ivre, il devenait nerveux et criait sur tout le monde. Elle a utilisé ce message comme un moyen de se défouler, même si l'expression était assez sévère. Et ce n'était pas la première fois qu'elle se confiait à son amie à ce sujet, même si elle n'avait jamais dit quelque chose de semblable auparavant. Enfin, l'accusation n'avait aucune preuve que ce message faisait directement référence à Morteza. Regardez comme c'est étrange. Beaucoup des informations issues de l'expertise réalisée sur son téléphone ont été sauvegardées sur un CD, et lorsque ce CD a commencé à être utilisé dans l'enquête, le support était très endommagé. Et c'était la seule copie des rares informations qui ont pu être récupérées et utilisées pour le procès. C'est précisément ce message, isolé, sans lien avec quoi que ce soit, qu'ils ont utilisé pour prétendre qu'il s'agissait d'une référence à la victime. La version de l'accusation est très confuse, pleine de zones d'ombre, et semblait avoir été faite n'importe comment. Ils n'ont jamais pu prouver qu'elle avait une liaison avec lui. Ils n'ont rien dit sur la motivation du crime, et n'ont pas non plus prouvé, par des reçus ou des images, l'achat du couteau. Couteau. Celle-ci, rappelons-le, était du même modèle que le service de couvert de sa maison. Dans les examens de l'autopsie, il était seulement indiqué que Morteza est décédé d'une hémorragie, mais il n'a pas été précisé combien de coups il avait reçus. Il y avait la preuve qu'il avait acheté les préservatifs et le somnifère, il y avait les analyses du médicament dans le jus. L'autre suspect n'a jamais été enquêté.
Tout allait vers un verdict d'innocence, cependant, même si le juge avait dit que la version de l'accusation semblait étrange. Il savait que Morteza était un homme marié et père de famille, qu'il croyait être religieux et, pour cette raison, il ne croyait pas qu'il puisse avoir une maîtresse. Pour lui, tout était confus et il a demandé une pause dans l'audience pour reprendre le lendemain. Mais le lendemain, étrangement, l'affaire a commencé à être examinée par un autre juge, sous prétexte que le juge précédent avait dû être transféré à une autre juridiction pour une affaire de plus grande importance, dans une autre ville. Ce nouveau juge a estimé que le fait que Morteza ait acheté le médicament ne prouvait pas qu'il avait mis la substance dans sa boisson. Il a affirmé qu'il n'était pas possible de savoir si cette boisson lui appartenait réellement. Selon lui, les préservatifs ne pouvaient pas être interprétés comme ayant été utilisés dans un acte d'abus. Et, au final, malgré toutes les preuves manquantes, il a écarté l'hypothèse de légitime défense et l'a déclaré coupable, la condamnant à la peine de mort sur la place publique. Suite à ce verdict, de nombreux Iraniens sont descendus dans la rue pour protester, réclamant un nouveau procès, car celui-ci était manifestement totalement injuste. Ainsi, des organisations de défense des droits de l'homme d'Allemagne et du Royaume-Uni ont adressé des demandes de clémence au gouvernement iranien. En se fondant sur la possibilité d'annuler la peine prononcée grâce à une loi existant là-bas, selon cette loi iranienne, la famille de la victime a le pouvoir de pardonner à l'agresseur, et la peine de mort peut être commuée en prison à perpétuité. Après un certain temps, la décision officielle de la famille est tombée, celle-ci étant représentée par le fils aîné de la victime, qui malheureusement n'a pas accordé le pardon et a signé l'accord pour la peine de mort. Au fil des années, Wayane est resté en prison, attendant simplement la date de son exécution, qui a été fixée au 25 octobre 2014. Mais, en raison de toute la répercussion de l'affaire, les exécutions qui devaient avoir lieu en place publique ce jour-là ont finalement été réalisées de manière privée. Rayane Jabari a été emmené, avec d'autres condamnés, sur une petite estrade. On leur a passé des cordes autour du cou, chacun est monté sur un tabouret en bois et, un par un, leurs tabourets ont été retirés de sous leurs pieds. Quand ce fut son tour, c'est le propre fils de Morteza qui a retiré le tabouret. Et ainsi, à seulement 26 ans, Wayane a perdu la vie. Rayane Jabari est finalement devenue l'un des symboles de la lutte pour les droits des femmes en Iran. Principalement parce qu'après elle, d'autres femmes avec des histoires très similaires sont apparues. En ce qui concerne l'ignorance des faits lors des procès, ce qui les a rendues coupables, malheureusement, les femmes n'ont pas de droit en Iran. Cette affaire est devenue un documentaire intitulé « 7 hivers à Téhéran », sorti en 2023. 7 hivers, parce que c'est le temps qu'elle a passé en prison avant son exécution. Dans ce documentaire, en plus de vidéos et photos familiales, figurent aussi des enregistrements audio de leurs conversations avec elle. Dans la prison, une actrice lisait les lettres que Rayane Jabari envoyait à sa famille durant son incarcération. Également en 2023, sa mère a publié un livre intitulé « Comment devenir un papillon ? La vie courte et courageuse de ma fille Rayane Jabari ». Le livre adopte le point de vue d'une mère qui a perdu sa fille à cause d'un procès injuste. Et rien qu'en lisant le résumé en 4e de couverture, on peut déjà constater à quel point le contenu est émouvant. Les souvenirs d'une mère sur l'emprisonnement, la condamnation et l'exécution de sa fille, une jeune Iranienne qui a été exécutée pour s'être défendue contre son agresseur. C'est l'un de ces cas qui me remplissent d'indignation, surtout que même dans notre propre pays, nous vivons déjà avec l'injustice. Il est effrayant de constater qu'ailleurs, l'injustice se manifeste de manière encore plus cruelle, alimentée par le machisme et un profond mépris pour la vie, surtout lorsque cette vie est celle d'une femme. Malheureusement, personne ne peut revenir en arrière pour admettre que tout cela était une erreur et la rendre au bras de sa famille. Il ne nous reste plus qu'à faire en sorte que l'histoire de Wayane ne soit jamais oubliée, et qu'elle serve d'inspiration pour la lutte continue pour la justice et les droits des femmes dans le monde entier. O mundo